Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 7, on parle des jeux de sci-fi, espace fantastique, ça se passe dans l'espace. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Jack Bauer, Kiefer Sutherland des jeux. Il joue 24 heures sur 24 chrono. Jean-François. Wow, salut Simon, ça va? Hey, salut JF, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Oh oui, je suis tellement content d'être là, parler de jeux, ça va être le fun. En plus que c'est probablement un de nos premiers épisodes vraiment dédiés à une thématique plutôt qu'une mécanique de jeu. Oui, on a dit déjà, on est des gars de mécanique, mais là, effectivement, premier épisode complet, centré sur une vraie thématique, là, les jeux de l'espace. Ouais, jeux de l'espace, fantastique, science-fiction. Donc, c'est ça. On va voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Mais pour commencer, as-tu des petites nouvelles? Qu'est-ce que tu as fait là, dans les dernières semaines côté ludique? Oui, absolument. Dans le fond, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai fait, mais j'aimerais ça parler d'une compagnie montréalaise qui s'appelle Crazy Game 3D. Crazy Game 3D. C'est une compagnie montréalaise principalement dirigée par Harvey Pariante. Et eux, ce qu'ils font, en fait, ils font des pièces en 3D pour les jeux qui existent déjà. Donc, ils ont commencé surtout en faisant des genres d'inserts là, que tu mets dans ta boîte, qui fit directement dans ta boîte, mais dans lequel tu peux vraiment ranger toutes tes pièces, et pas nécessairement comme les inserts qu'on a habituellement dans les boîtes. Ils en ont fait d'ailleurs un très beau modèle pour Century, Codename, et donc ils en ont fait aussi pour des jeux un peu moins connus. Mais là, récemment, ils viennent de sortir des inserts de plastique pour Terraforming Mars. Et je pense qu'il n'y a plus de secret à ce niveau-là. On est des fans de Terraforming Mars. Je peux comprendre que tu as sauté là-dessus sans hésiter. En fait, en plus, il y avait eu le concours du Valet de Cœur qui faisait tirer une édition comme Deluxe de Terraforming avec toutes les inserts. Bien entendu, j'ai pas gagné, mais après ça m'a mis dans une rage de consommation. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour me les procurer. J'ai joué facilement une dizaine de parties depuis que je les ai maintenant. Et c'est fantastique en fait. En Terraforming Mars, un des meilleurs jeux, mais le pire putain de board, en fait, t'accroches un millimètre ta feuille de production, puis en fait, t'as plus aucune idée de ce qui se passait. Ça, c'est top en fait. Hein. C'est vraiment un petit cadre de plastique que tu viens poser sur la feuille et là, tu as des espèces de petites attaches de plastique dans les coins que tu viens positionner et ça tient super bien. Ça prend pas vraiment plus de place dans la boîte. Tes cubes sont bien ordonnés. Vraiment, ça augmente l'expérience de jeu de beaucoup. C'est fou, hein, comme l'ergonomie, des fois, on n'y pense pas tant, mais quand elle n'est pas présente, c'est là qu'on le réalise et ça change énormément le jeu. C'est en fait une des seules problématiques peut-être avec Terraforming Mars, hein, c'était justement ça, là, ces petits plateaux de joueurs personnels où on accumule beaucoup d'informations, mais où il y a un gros risque de perdre cette information-là juste parce qu'en accrochant les cubes, on perd l'information. Est-ce que, dans le fond, toi, ce que tu as acheté, c'était juste des inserts pour les plateaux personnels? Y avait-tu d'autres choses qui venaient avec ou c'était vraiment juste... Non, en fait, qu'est-ce que moi j'ai acheté, c'était vraiment juste ces inserts-là, mais en fait, dans le fond, quand je les ai reçus par la poste, Hervé m'avait dit de prendre une photo pour être sûr qu'il n'était pas brisé parce que bon, il y a des assurances pour le shipping et tout ça. Je prends la photo, ok, tout est beau. J'arrive chez nous, je joue 5-6 parties de suite, ok, tout est bon. Et là, on fait une partie à 5, puis on se rend compte qu'il y en a un des plateaux qui a une toute petite pièce qui manque dedans, qui s'est cassée dans le fond. Okay. Donc là, bien entendu, tu peux imaginer comme j'étais triste, hein. Je retourne voir la photo que je lui avais envoyée pour finalement me rendre compte qu'elle était déjà brisée quand je l'ai reçue, mais c'est juste que tu t'en rends pas compte, c'était vraiment juste une petite lanière de plastique qui était manquante. J'écris à Harvey, très sympa, en fait il me dit c'est bon, j'en ai de spare, il vient me rencontrer à Berry-UQAM.
il me change ma pièce comme ça, même si ça faisait près de 2 semaines que je l'avais acheté. Donc, encore une fois, tu sais, un beau félicitations là, à Crazy Game qui fait du beau matériel, mais qui a aussi un bon Hmm. service après-vente. Bon, je veux pas tant les Excellent. vanter, là. C'est sûr qu'ils me payent un peu pour que je dise ça, mais quand même, c'est assez bon. Mais oui, la question pour répondre, dans le fond, moi j'avais acheté que ça, sauf que là, il m'a confirmé qu'il travaillait présentement sur un genre de d'insert pour tout le board au complet. OK. Mais surtout, ce qui était encore plus excitant, c'est qu'il travaille sur des tuiles. Tu sais, dans Terraforming, tu as les forêts et les villes Ouais, particulièrement là, qui vont être ouais, conçues ouais. sur le plateau. Ben là, dans le fond, il est en train de travailler sur ces pièces-là en 3D. Ouh. C'est vraiment beau en fait. Tu sais, là, t'as un petit arbre, t'as les petites forêts, les villes sont super bien faites. Donc je sais pas si je vais me procurer ça, là. C'est un peu intense. Ça me va prendre comme une autre boîte pour traîner le jeu. Euh, mais ça reste que les pièces sont vraiment belles. Puis tu sais, ça rend ça encore plus excitant là, de voir vraiment Mars se populer, là. Ben c'est ça. C'était ça pour Crazy Game 3D. Je vous encourage à aller les suivre sur Facebook puis à regarder un peu qu'est-ce qu'ils font de temps en temps. Si vous êtes fan d'un jeu puis que vous voulez le pimper un peu, je pense que c'est le premier endroit à regarder. En plus, c'est à Montréal. Excellent, excellent. Écoute, moi, je vais vous parler de quand même une grosse nouvelle qu'on a vue aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je dis la journée qu'on enregistre l'émission parce que oui, on pré-enregistre certains des émissions. Puis là, Et on a pas mal d'avance, là. ouais, c'est ça, exactement. Là. Donc, c'est peut-être une nouvelle que vous avez déjà entendu parler depuis le temps, mais aujourd'hui même, on a appris que la compagnie Plan B, la compagnie d'édition québécoise Plan B, achetait la compagnie Flatprod. Alors, moi, cette compagnie-là, Flatprod, je ne connaissais pas avant aujourd'hui et en faisant un minimum de recherche, tu te rends compte que cette compagnie gère le site web TrickTrack. Et peut-être, Quoi? peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le site TrickTrack, c'est probablement le plus gros site d'information sur le jeu de société en français. Et un des top sites d'information sur le jeu là, internationalement, en réalité. C'est vraiment du contenu bon, très français, ça vient de France. C'est un site qui existe depuis plus de 20 ans. Ils font du contenu, ils ont des milliers de vidéos de contenu d'information, des entrevues avec des auteurs, des explications de règles. Donc, vraiment une grande diversité. Ils sont très, très populaires en France, un petit peu moins peut-être au Québec et en Amérique, un petit peu moins connus, mais on pourrait dire que Trick Track est un peu l'équivalent là, de Dice Tower, si on veut, mais pour les Européens. Alors là, on a vu ça passer aujourd'hui, Flatprod, qui est une compagnie, dans le fond, qui gère du contenu d'information sur le jeu de société, qui a été acheté par un éditeur québécois, d'ailleurs. Grosse nouvelle, je ne sais pas trop quoi en penser. Toi, Simon, t'as une opinion là-dessus, là? Qu'est-ce que tu vois là, par rapport à ça? Ben, j'allais te demander justement, c'était quoi, qu'est-ce que toi tu penses qui était le but derrière ça? Là, au début, moi, je pensais peut-être Trick Track, ils vendent des jeux. Mais bon, finalement, ils en vendent pas. Donc là, déjà, c'est autre chose. Moi, je vois ça comme tu sais, une méga machine de communication. Là. On est à une époque où c'est tellement important d'être présent sur Internet, d'avoir de la communication qui est forte. Je te dis pas qu'ils vont utiliser ça de façon machiavélique puis en tourner ça en une machine de propagande. Peut-être, c'est toujours possible, là, mais d'après moi, c'est plutôt que ben, tu as la force d'avoir un réseau, tu as des millions d'utilisateurs. Tu sais, au final, ces sites-là génèrent de l'argent aussi. Là, donc, c'est pas juste une question de présence. Là. Il y a vraiment tous les deux côtés à ça qui sont quand même intéressants, selon moi, pour acquérir. Ça reste que c'est non conventionnel de voir ça, mais c'est excitant. Ouais, tu trouves ça excitant. Ben écoute, c'est une grande nouvelle. C'est dur là, d'en parler vraiment plus en profondeur. C'est une nouvelle qui est tout fraîche et tout récente. Donc, on n'a pas encore vraiment là, d'informations sur l'avenir de ça et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment en faire. À mon avis, ils vont juste garder ça. C'est juste un intérêt pour eux de vouloir continuer à faire profiter de cette plateforme-là, qui est une grande plateforme là, très, très connue et appréciée. En effet, Trick Track génère des profits, principalement par le biais de publicité, mais Ouais, aussi par absolument. le biais d'inscription. Là. Donc, des gens peuvent donner de l'argent par mois pour avoir accès à du contenu d'information, soit privilégié ou soit en avance sur tous les autres. Donc, il y a des façons de monétiser cette
entreprise-là. Et ils l'ont fait très bien depuis plusieurs années parce que faut dire que TrickTrack, c'est plusieurs employés à temps plein qui travaillent là à faire le site. Donc, c'est vraiment une grosse équipe quand même de production pour de l'information de jeux de société. C'est assez intéressant de voir. C'est sûr que j'ai été surpris par le fait qu'il aurait pu vendre à une autre compagnie française. Je comprends pas trop qu'est-ce que Plan B vient faire là-dedans, mais c'est un autre gros coup d'éclat là, pour Plan B qui est a à peine 2 ans d'existence, a déjà fait l'achat de Eggerspiel, a produit déjà 2 jeux, là, se lance dans une gamme complètement différente, assez nouvelle, assez surprenante, je dirais. Euh, j'ai Ben, hâte de c'est voir que tu la... vois que c'est des gens d'expérience qui avaient un plan en créant cette compagnie-là, Plan B, hein, le nom est assez bien choisi, surtout quand on sait que ça vient après quelque chose comme Philosophia, donc c'est intéressant de voir ça, puis je suis vraiment excité de voir où ça va aller. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas tant les grosses entreprises qui s'accaparent des choses. Surtout au Québec, on a un peu cette tendance-là. Je dirais pas que je suis un extrême capitaliste, là, mais je suis juste excité quand même de voir une compagnie qui a une vision, qui va acquérir tu sais, des points d'ancrage forts dans certains pans de l'industrie. Puis là, de les voir faire ce genre de move-là, ben c'est intéressant. Là. J'ai bien hâte de voir la suite. Ouais, exact. Puis, ben, c'est sûr qu'en voyant ça aussi, on se questionne sur le fait que est-ce que ça va influencer ici au Québec et est-ce qu'ils vont vouloir peut-être justement partir une ligne un peu plus québécoise de contenu d'information sur le jeu de société, ce qui pourrait être un plan quand même une action assez intéressante de pouvoir financer un petit peu un aspect de contenu d'information, mais un peu plus visé pour le Québec parce que c'est très français, TikTok. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui le consultent, mais je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont peut-être de la misère avec ce contenu-là, donc ils vont chercher leur information ailleurs. Donc j'ai hâte de voir si ça va peut-être ouvrir des portes pour certains influenceurs ici au Québec, là, puis à quel point Plan B va s'impliquer un petit peu plus ici. Là. Bien entendu, on parle de balado ludique ici. C'est en vente. Balado ludique est en vente. Vous pouvez trouver notre annonce sur Kijiji, numéro 03482. Mais en fait, tu sais, sans trop aller dans l'excès là-dessus, mais il y a peut-être une possibilité qu'on fasse une entrevue avec Martin Bouchard de Plan B. Donc, s'il est à l'écoute, nous sommes bien prêts pour le rencontrer, dans le fond, parce que je Euh, pense que ça peut être intéressant d'avoir cette vision-là. Là. Ouais, exactement. Je pense qu'on a des millions de questions à poser à Martin Bouchard absolument, on va faire les démarches. Hein. Je pense que Simon, on va essayer, surtout avec cette nouvelle-là, il y a beaucoup de choses à nous expliquer. Là. On aimerait ça comprendre un peu plus là, qu'est-ce qui se passe avec cet achat-là et avec Plan B là, qui est en train d'exploser là, ces 2 dernières années. Donc, on vous réserve ça pour un petit peu plus tard dans la saison. Oui, et j'encourage les gens là, qui auraient peut-être des théories ou des opinions à propos de ça, parce que ça, c'est de l'actualité de jeux au Québec. C'est toujours intéressant d'en discuter avec d'autres personnes qui sont impliquées. Donc ça, c'est le genre de sujet sur lequel je vous encourage à donner votre opinion sur Facebook, là, sur le lien de l'épisode. Ça va nous faire plaisir de réagir à ça, puis de parler avec vous de cette nouvelle. Ben en fait, donc le temps file, on est dans une nouvelle formule plus rapide que jamais. Donc aussi, c'était en fin de semaine dernière et là encore là, on est un peu trop en avance. Hein. On a dit ok cette saison-ci, on se prend d'avance, on va enregistrer nos épisodes à l'avance, puis on se rend compte qu'on est décalé un peu sur l'actualité. Mais bon, peu importe, c'était la nuit blanche, donc dans le cadre de Montréal Joue, il y avait plein d'activités de jeux à Montréal dans le cadre de la Nuit Blanche de Montréal Joue. Je suis allé à Société V. Donc, j'étais jamais à Société V. Société V, c'est quoi? C'est un espèce de loft de jeux de société ouvert 2 fois par semaine, le mercredi soir, si je me trompe pas, et le samedi toute la journée. Euh, Super place, en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment capoté sur l'endroit. Très bonne atmosphère, très bonne ambiance, bonne sélection de jeux, des belles tables pour jouer. Tu peux te faire commander une PIDS puis continuer à jouer. Ça, j'ai vraiment adoré. Je sais pas si toi, t'es déjà allé, JF, ou... Oui, absolument. Je connais d'ailleurs quand même bien
les propriétaires de la place. Vraiment une Oui. belle place. C'est vraiment une place un peu. Tu sais, c'est un peu l'antre des gamers, si on veut. Parce que c'est pas une place où tu vas nécessairement avoir des animateurs. C'est possible que tu te fasses expliquer des jeux, mais c'est pas vraiment ça l'attrait, c'est vraiment l'attrait de venir avec des amis ou venir même seul, puis de trouver des gens là-bas prêts à jouer à des jeux, bon, peut-être un petit peu plus long, un peu plus complexe. Belle sélection de jeux dans les plus gamers. Mais il y a un peu de tout aussi, on peut vraiment jouer à Télestration quand même, là-bas, il n'y a pas de problème. C'est quand même un endroit spécial, hein, parce qu'il y a un frais d'entrée, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de nourriture, ou à part des petites grignotines et des liqueurs. C'est vraiment une place, pas nécessairement axée sur la consommation et les places, les tables, la lumière, la luminosité fait en sorte que c'est vraiment un peu une place idéale là, pour un gamer. Là. Ah, pour de vrai, tu sais, j'ai rien contre les lieux les cafés et pubs ludiques de Montréal. Ça reste que le public cible, c'est pas les gros gamers pour ces endroits-là. Et Société V, c'est vraiment la place pour ça, tu sais, pour aller jouer à des gros jeux. D'ailleurs, j'ai joué à Queen's Gambit et Oh boy. Exodus. OK. Donc deux gros jeux. Je vais pas en parler maintenant parce qu'ils fit totalement dans le thème de l'épisode, donc je vais les garder pour plus tard. Mais tu sais, c'est des jeux que tu peux pas jouer dans d'autres places là, à part chez vous parce que justement ça te prend une méga table, ça va te prendre 4 heures jouer la partie. Donc oui, vraiment recommandé pour les gamers, une belle expérience, c'est sûr que j'y retourne. Puis justement, moi j'étais allé là seul, mais il y avait un de mes amis qui me rejoignait plus tard. Mais tu sais, j'ai rencontré des gens, on a joué à des jeux, tout le monde était très sympathique, là. Ouais, exact. C'est vraiment aussi, je vous encourage de les suivre peut-être sur Facebook parce que oui, là, en ce moment, c'est quoi, le mercredi, le samedi, mais leurs programmations peuvent changer. C'est vraiment une place ouverte juste une ou deux fois par semaine, donc il faut juste être alerte, savoir exactement si c'est ouvert au moment où on doit y aller. Je sais que l'été, ça se peut que le samedi, c'est beaucoup moins achalandé, donc ils changent les dates un peu. Donc suivez-les sur Facebook là, pour voir plus d'informations et quand c'est quand leur prochaine date, parce qu'ils vont toujours faire des événements là. Ouais, et d'ailleurs, pendant qu'on en parle, juste pour pas être trop des mauvais informateurs, c'est le jeudi et le samedi Oh, en pardon. ce moment, là. OK. Ben non, mais ça, moi, j'avais dit mercredi, mais en ce moment, c'est le samedi et le jeudi. Donc, bien fait de le mentionner parce que ça peut changer une fois de temps en temps. Ouais. Et je me sentirais aussi un peu mal, hein. Nous, on se porte de faire la promotion de tous les endroits également. Et Société V, dans le fond, la propriétaire, une des propriétaires, dans le fond, je crois qu'ils sont deux, m'a mentionné que c'était aussi possible de louer l'endroit pour des espèces de soirées un peu plus privées de jeux. Donc d'autres soirées que le samedi et le jeudi. Fait que ça peut être intéressant aussi là, si vous organisez des genres de mini-conventions de jeux. Tenez-nous au courant, on va venir, puis on va jouer à Ouais, des jeux avec vous. c'est une place, en fait, ouais, on peut les suivre, je pense que c'est le Loft Créatif. Oui, Donc, c'est un exact. espace là, qu'ils peuvent louer pour différents événements, vraiment pas juste du jeu de société, là. Il y a vraiment un peu de tout qui peut se passer là-bas. Non, fait que Société V, c'est une bonne place. Allez-y pas trop, hein, parce que ça a encore le cachet que c'est un peu underground, pis c'est quand même Ouais, cool d'y aller. là, tu viens d'en Si tout le monde parler à la commence à... masse, là, Simon, là, tout le monde, là, ça va être plein, ils vont avoir des Chut! line-up bientôt, là. La plèbe! On va le couper au montage. Ah oui, oui, ok, c'est bon. Ok, parfait. Ok, ben sinon, toi, JF, t'as peut-être une petite affaire à nous partager de quand même cool qui s'est passé Ouais, récemment? ben, beaucoup trop de choses pour le temps qui nous reste, mais bon, pour faire vite, le concours de prototype à la récréation s'est passé le dimanche 4 mars. Bon, en collaboration avec le Festival Montréal Joue, la récréation et Zone Proto. J'étais là pour tester quelques-uns des jeux. J'avais fait partie là, du comité qui avait un peu sélectionné les 5 jeux en présentation cette journée-là. Donc, vraiment une belle journée. C'est fun de voir que cet événement-là attire quand même tout le temps beaucoup de monde. Il y avait presque des files d'attente là, pour les joueurs. Les joueurs retournaient dans la salle, jouaient à un autre jeu et retournaient tester les jeux pour s'assurer qu'il y a un bon roulement et que tout le monde puisse essayer le plus de ces jeux-là. Donc, à la fin de la journée, malheureusement, Thomas, comme il l'avait prédit lui-même, n'a pas remporté pour une troisième année de suite. L'honneur est allé à Franck Torres pour le jeu.
The Floor is Lava. Donc, félicitations à Frank. Vraiment un beau petit jeu, super intéressant. Un peu cutthroat où on va devoir essayer de rester en vie et de pousser les autres dans la lave juste pour être le dernier survivant. Ça, c'est passé le 4 mars dernier. Ouais, ben, je pense que tu as bien fait de mentionner, c'est quand même un des bels événements récurrents de proto. Malheureusement, je ne pouvais pas y aller cette année, mais j'étais allé 2 fois les années précédentes. Puis c'est un événement qui roule quand même depuis un certain temps, qui arrive à générer quand même de l'excitation par rapport à ça. Oui, Puis exact. Ben, surtout à Montréal, des concours de prototypes ben, aussi réguliers depuis longtemps, il y en a pas. Là. C'est probablement un des doyens à ce niveau-là. C'est peut-être pas le plus gros non plus, là, parce qu'on parle souvent du Plateau d'or qui est assez majeur, qui existe depuis plus de 10 ans, mais lui est à Québec. Mais il reste vraiment un bel événement. Puis voir l'intérêt du public qui connaissent pas nécessairement les auteurs qui sont présents, là. Juste le public à venir et à essayer ces jeux-là, c'est vraiment le fun de voir ça. oui, absolument. Donc, je souhaite que ça continue parce que c'est le genre d'événement justement qu'on veut qu'il y ait plus, puis que ça favorise vraiment le développement puis la visibilité sur les auteurs du Québec, là. Oui, exactement. Et bon, tant qu'à parler de concours de prototypes, on est presque à la fin des inscriptions pour le Plateau d'or. Il reste 9 jours! Donc là, on parle pas dans la date de l'enregistrement, mais bien de diffusion. Donc, en effet, à partir de la journée de la diffusion de l'émission, il reste 9 jours. Cette année, préparez-vous, il va falloir envoyer des prototypes plutôt que seulement les règles. Donc, il va y avoir peut-être un petit peu plus d'organisation, de préparation à faire. Donc, dépêchez-vous, les inscriptions sont bientôt terminées. T'as l'air au fait. Ah ouais? C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. On va s'en reparler plus tard. Plus tard. OK, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un épisode normal, court, 1h15, 1h20. Magnifique. Donc, inscription du Plateau d'or. Et aussi, en fait, je pense que c'est le jab. C'est le C'est le job! jab. C'est le C'est le job! jab. Bon, en tout cas, ça, on en reparlera dans 2 mois, c'est bon. Ouais, Donc, quand vous écoutez excellent. ça, ça veut dire qu'à la fin de l'été, vous allez entendre parler du jab. En fait, on enchaîne directement dans un de nos segments, donc le segment Moment mobile. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires, mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2,8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Aujourd'hui, à Moment Mobile, on parle de RGB Express. RGB Express, c'est pas le jeu le plus récent, sorti en décembre 2014, créé par la compagnie Bad Crane. Bad Crane qui sont connus notamment pour un de leurs jeux qui s'appelle Make More. C'est un genre de clicker vraiment intense là, d'usine. Donc c'est ça. C'est un jeu RGB Express qu'on va retrouver sur la plateforme Android et iOS. RGB Express... RGB Express, c'est un jeu de puzzle dans lequel on va devoir aller chercher des boîtes de différentes couleurs puis les déposer à la bonne place. Fait que dans le fond, c'est vraiment un genre de pick-up and delivery. T'as des petits camions. On est une entreprise de livraison de boîtes. Donc, on est des petits camions. Tu contrôles plusieurs petits camions. Tu vas vouloir aller chercher des boîtes de la bonne couleur et les amener sur la maison de la bonne couleur. En fait, c'est le jeu d'Amazon. Non, c'est pas vrai, mais c'est dans le fond exactement le même principe. Les tableaux, ça va vraiment être des parcelles de ville, fait qu'on va avoir des routes, toujours bien entendu bien rectilignes et tout ça. Donc des routes, des petites maisons, des boîtes. On va devoir tracer le chemin avec notre doigt pour chacun des camions. Donc comment ça fonctionne? C'est un jeu qui est en 2 phases. On trace le chemin et après on fait comme play, là, puis si on veut, puis là les camions ils se déplacent, ils font le chemin qu'on leur a programmé de faire et on regarde si ça a fonctionné ou non. Tu sais, je dis ça là, c'est pas tant un jeu qui est révolutionnaire. C'est sûr que ça date quand même d'il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans. Par contre, le jeu, il est vraiment magnifique. Okay? L'ergonomie est bien faite, les graphiques sont beaux, la musique est bonne. C'est un jeu de puzzle vraiment le fun et il y a
autour de 400, 450 puzzles. Il y en a énormément. Donc, puis qui aime pas ça, livrer des boîtes. En fait, je pense que tout le monde aime ça. C'est un hobby vraiment prisé parmi la population mondiale. Donc, ce jeu-là, je trouve qu'il est très cool pour ça. Euh, Aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que la progression de la difficulté, elle est très bien faite. Souvent, dans les jeux de puzzle, les premiers 4-5 niveaux vont vraiment être faciles, puis là, après ça, tu tombes déjà directement dans des puzzles qui sont très difficiles, puis oui, ok, c'est le fun de se casser la tête, mais des fois aussi, c'est le fun juste de progresser. Qu'est-ce qui est intéressant dans RGB Express, c'est que tu peux faire à peu près 90 à 100 puzzles sans que ça devienne vraiment trop difficile. Oui, il y a des défis, il y a des tableaux qui vont être un peu plus difficiles que d'autres, mais au final, c'est juste une belle progression. Puis c'est pas nécessairement des puzzles impossibles. Le plaisir, moi j'ai trouvé, c'est surtout là, de t'en faire 10 tableaux de suite. Là. Ok, je vais me faire une petite run de RGB Express, 10 tableaux de suite. Puis oui, il y en a 2-3 que tu t'es cassé la tête, les autres c'était un peu plus facile. Donc j'ai vraiment adoré ça. Maintenant, les contres de ce jeu-là. Donc, c'est sûr que les jeux de puzzle, c'est vraiment dans mes jeux que j'aime beaucoup. Donc, celui-là, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il y a vraiment peu de défauts. En fait, le seul défaut vraiment que j'ai trouvé, c'est que c'est un peu redondant. Au final, c'est quand même 400 tableaux dans lesquels tu livres des boîtes. On s'entend qu'il y a quelque chose de pire que de livrer des boîtes. Sinon, pour les pour, ben c'est magnifique. Les graphiques sont beaux, l'ergonomie est top. C'est quand même intelligent, même si ça détruit pas le cerveau. Donc, c'est parfait. En fait, pour les amateurs de Pick Up and Delivery, vraiment, c'est à recommander. Les amateurs de puzzle et ceux qui aiment les petits camions, le tout rond et tout doux. Donc, c'est vraiment un incontournable. Excellent, merci Simon. Ça va être intéressant, en effet, thématique, hein, super excitante, mais si le jeu est bon, le jeu est bon, hein. Ben ouais, mais tu sais, c'est ça, hein, si le jeu est bon, le jeu est bon. Hein. Il y a des jeux de puzzle qui en ont même pas de thématique. Ouais, c'est ça, exact, exact. Ben, excellent, ben merci, merci. Je pense qu'on va passer vite un peu au segment peut-être historique. On va entrer au cœur du sujet, parler donc des jeux marquants de notre thématique. Alors aujourd'hui, on parle des jeux d'espace, de science-fiction et de fantastique. Euh, la thématique, ce genre de thématique existe évidemment depuis longtemps. Par contre, il y a quand même des jeux assez, soit précurseurs ou assez marquants qui ont fait lever la popularité, qui ont fait connaître cette thématique et qui, de nos jours, ben, voit des dizaines et des dizaines de jeux sous cette thématique sortir à chaque année. On peut commencer avec quelques jeux plutôt obscurs, je vous dirais. Beaucoup de jeux ont influencé cette thématique, mais reste pas nécessairement très connu de nos jours. On parle de peut-être un des précurseurs qui s'appelle A Trip to Mars, qui est un simple roll and move dans lequel on va essayer de se graviter alentour de la planète pour se rendre jusqu'à Mars et tenter de ne pas se rendre jusqu'au Soleil et tomber dans le Soleil, j'imagine, pour mourir atrocement. Donc 1903, ça a pris quand même quelques années avant de voir d'autres jeux sous une thématique de science-fiction. Reste une thématique peut-être un peu difficile pour les mécaniques qui existaient à l'époque. On pense à beaucoup de jeux qui ont été influencés par la culture populaire. C'est un peu de là qu'a commencé ces premiers jeux sur la science-fiction. On parle des jeux comme Thunderbird The Game en 1966, Lost in Space en 1965 ou Star Trek The Game en 1967. Par contre, les années 70 ont été marquées de plusieurs jeux assez importants qui ont pu peut-être voir le jour à des jeux qui existent encore aujourd'hui. Je parle entre autres du fameux jeu Cosmic Encounter de 1977. C'est encore un jeu qu'on peut trouver sur les tablettes de nos boutiques de jeux préférés aujourd'hui et ça reste encore un jeu extrêmement intéressant et amusant. On parle aussi du jeu Dune de 1979 qui a été réédité sous le nom de Rex, qui s'est peut-être un petit peu distancé de sa thématique originale par rapport au roman
Dune, mais qui est encore basé sur le même système. Rex reste une version peut-être un petit peu améliorée, peut-être un petit peu moins brisée de Dune, malgré que ça reste un peu brisé, Rex. On va se le dire. Euh, Aussi, il y a des jeux comme Marchand of Madness, Full Metal Planet, Space Hulk, c'est plus dans les années 80, qui ont été des gros jeux importants et qui ont amené la thématique plus loin, mais c'est un petit peu plus dans les années 90 et 2000 où on a vu ces thématiques-là se populariser et avoir vraiment des excellents jeux qui utilisaient cet aspect-là. Mais des jeux de robots, il n'y en a pas beaucoup. Robo Rally reste un grand classique pour moi de 1994. Euh, C'est ça. Une course de robots, un rallye de robots dans une usine désaffectée. On est loin de l'espace, mais on est quand même dans la science-fiction. Ensuite, on ne peut pas parler de jeux de science-fiction sans parler du célèbre jeu Twilight Imperium, le massif jeu de conquête intergalactique qui vient de voir sa quatrième édition sortir l'année passée, 2017, si je ne me trompe pas. Ensuite, donc, année 2000, là, vraiment, la thématique a pris de l'ampleur. On est encore beaucoup dans une thématique basée sur la culture populaire. Beaucoup de jeux de Star Wars, évidemment, qui ont vu le jour, dont, entre autres, Star Wars de Queen Gambit en 2000, mais aussi avec des jeux comme Mission Red Planet en 2005, Race for the Galaxy 2007, StarCraft 2007, Battlestar Galactica en 2008. Bon, c'est ça, c'est une thématique qui est vraiment très présente, peut-être même qu'il y a un petit peu trop de jeux pratiquement à chaque année qui sortent sur cette thématique-là. Des fois, c'est peut-être un petit peu dur de s'orienter et de savoir exactement quels sont les jeux qui nous intéressent, vu qu'il y a une large éventail de possibilités. Mais ça, c'est un peu là, les jeux marquants qui ont influencé l'espace dans la production du jeu de société. Et voilà. Ok. Ouais, ben en fait, t'as bien terminé ça en disant qu'il y avait énormément de jeux d'espace. Bon, on va essayer d'en parler le plus possible là, dans les prochaines minutes. Il y en a énormément qu'on va même pas aborder. Je dois avouer que je suis pas tant un fan des jeux d'espace en général. Tu sais, quand on faisait la liste, puis ça, j'étais comme, ah, ok, ouais, les jeux d'espace, ok, ouais. Euh, Puis c'est ça, c'est une thématique qui est comme assez simple, hein, tu sais, on fait un jeu, ah, on fait un jeu d'espace. Donc c'est assez facile d'approche. Mais Oui, je pense qu'on est prêt à passer directement dans la ben ouais. discussion avec les jeux. Puis je vais commencer sans plus tarder, là, parce que faut que j'en parle là, rapidement là, avant que je sois vraiment mal. Euh, Comme je vous ai dit, j'ai eu la chance, ou disons la malchance de jouer à un jeu qui s'appelle Exodus. OK. Exodus, The Edge of Extinction, qui est un jeu dans le fond de 2012, mais qui a été tout récemment, je crois, il y a un an et demi, 2 ans, kickstarté, comme avec une espèce d'expansion, puis une version un peu améliorée du jeu. Exodus, c'est ça. Donc, ça ressemble pas mal à Eclipse quand tu regardes le plateau puis les pièces. Eclipse, on va en reparler un peu tantôt. Mais ça ressemble pas mal à Eclipse quand tu regardes tout ça. Puis moi, j'étais comme, ok, ils me disent, tu veux-tu jouer à ça? Je dis, ah, pas vraiment. Mais là, ils me disent, ah, ça dure pas plus que 3 heures. Là, je dis, ok, c'est bon. Là, je leur dis, y a-tu. C'est un jeu de confrontation? Moi, j'ai ça, les jeux de confrontation, bien entendu. Et là, les gens me disent, bah, pas vraiment. Il y en a, mais c'est pas un jeu de confrontation. OK. Vraiment, c'est purement un jeu de guerre dans l'espace, ok? Ça a duré 6 heures. Euh, Sérieusement, je sais que je vais pas me faire d'amis en disant ça, mais honte à tous ceux qui jouent à ce jeu-là. Là. Je veux dire, ça fait pas de sens pour moi. Là. Si vous aimez vraiment les jeux de confrontation, probablement, selon moi, c'est vraiment pas le meilleur. Et en fait, c'est interminable, insupportable, c'est long. Il y a à peu près, mettons, je sais pas, 15 étapes par tour, mais chaque étape dure en moyenne 30 secondes. Sauf que tu sais, hein, quand il y a 15 étapes dans un tour, il dure toutes 30 secondes, mais là, il faut vraiment que le groupe soit très actif et Ouais. motivé pour que ça avance. Sinon, entre chaque action, entre chaque phase de jeu, il y a
des temps qui se passent, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe, je suis où, pourquoi je joue à ça, je pourrais jouer à Twister à la place. Euh, c'est ça, malheureusement, je dois dire que j'ai vraiment pas apprécié l'expérience. C'est mon premier jeu qui fait ma liste de mes pires jeux joués en 2018. Habituellement, j'en ai deux ou trois là, dans cette liste-là. Mais Exodus vient de remporter la première place temporaire pour mon pire jeu joué en 2018. Est-ce que tu penses que c'était à cause du nombre de joueurs que ça a été aussi long, que les joueurs n'étaient pas expérimentés, ou vraiment Ben en fait, problème mécaniquement, là? c'est un jeu qui se joue de 2 à 6. Nous, on était 4. Et sérieusement, je peux pas vraiment blâmer les joueurs avec qui on a joué. Tout le Ok. monde était assez alerte. Tout le monde jouait quand même à une vitesse respectable. Je pense que, tu sais, c'est sûr que si on avait tous joué 10 parties, on l'aurait joué beaucoup plus vite. Mais je pense que les gens, ils étaient quand même motivés, tu sais, puis alertes. Puis c'était pas juste... tu sais, c'était quand même... les joueurs étaient là, là. Non, moi, c'était juste que j'ai trouvé ça vraiment plate et long. Et surtout que réellement, c'est un jeu de combat, en fait. C'est la seule chose à faire. Comme moi, j'aime pas les jeux de combat, qui m'avait dit que c'était pas un jeu de combat. En fait, je suis resté dans mon coin, j'ai rien fait à part des missiles nucléaires. J'ai détruit 4-5 planètes comme ça, mais ça vaut aucun point. Fait que, dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Ok, Ouais. ouais. Fait que je le recommande pas vraiment. Si vous aimez justement les jeux un peu épiques dans l'espace puis tout ça, ben ça m'amène à vous parler d'Eclipse. Je pense Ouais. pas que Eclipse c'est un jeu qui a vraiment besoin d'une introduction. C'est un jeu sorti en 2011 qui est un jeu, un forex de l'espace, très épique, très ambitieux, mais très bien fait en fait. Il y a tout ce qu'il faut dans un forex, donc tu peux te battre, tu peux explorer, tu peux développer des technologies. Donc il y a vraiment tout se passe là. C'est sûr que ça reste oui un jeu de combat de vaisseau, mais d'une durée respectable, avec la qualité mécanique derrière. Moi, je considère que dans le genre, c'est vraiment un des, ben, probablement le meilleur en fait là. Ouais, quand tu parles de durée respectable, on s'entend que c'est quand même un genre de 4 heures, sans compter l'explication des règles. Euh, mais c'est un 4 heures bien investi qui en vaut la peine, là, à ce niveau-là. Puis oui, c'est un 4X, oui, c'est un jeu de confrontation, mais on dirait que la confrontation, elle est importante, mais elle n'est pas, tu sais, primaire et elle n'est pas trop punitive non plus. Donc, tu peux difficilement te retrouver à te faire vraiment annihiler, donc vu que c'est pas nécessairement le centre du jeu, un énorme jeu avec énormément de possibilités. C'est un jeu à jouer plusieurs fois. Moi, j'ai juste pu l'expérimenter une fois. C'était vraiment une belle expérience, vraiment un bon jeu. Mais j'ai hâte là, à ma prochaine game de Eclipse, là, sérieusement. Ouais, absolument. Tu sais, c'est vraiment pas mon genre de jeu non plus, mais j'ai très hâte là, de le faire. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça essayer une partie à 9 joueurs. Oh, Il y a un mode spécial où tu peux jouer à 9 puis dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que les joueurs jouent deux en même temps, leur tour. Donc intéressant. ça dure à peu près le même temps qu'à 4 ou 5, mais deux joueurs jouent en même temps. Donc en tout cas, je serais vraiment excité de le voir. C'est sur un board qui est plus gros, donc ça doit être assez épique, là. Ouais, j'imagine. En effet. Parle d'un autre jeu de peut-être confrontation, peut-être un petit peu moins épique, mais un grand classique pour moi, c'est le jeu Quantum, sorti en 2013, qui est un jeu, là, vraiment, bon, c'est pas... oui, il y a de la recherche un peu, des trucs comme ça, mais c'est vraiment un jeu de guerre de confrontation dans lequel notre but, ça va être d'aller prendre possession de un certain nombre de planètes sur le plateau. La grosse twist du jeu et un des plaisirs de ça, c'est que nos vaisseaux, c'est des dés, en fait. Et nos dés, en début de partie, on va les rouler. Ça va nous donner une valeur. Et la valeur correspond à un type de vaisseau. On a donc 6 types de vaisseaux en jeu qui vont avoir des particularités, des mouvements et des attaques différentes. Une autre des choses vraiment, vraiment très brillantes dans le jeu et qui fait en sorte que le jeu pourrait être vraiment plus compliqué qu'il ne l'est à cause de cette mécanique-là. C'est cette mécanique de dés où, déjà à la base, en plus d'avoir un pouvoir spécial, là, oui, bon, chaque numéro a un pouvoir spécial, mais en réalité, le dé, la valeur du dé va déterminer la force d'attaque et la vitesse de déplacement. Donc, un des 6 va se déplacer, va pouvoir se déplacer jusqu'à 6 cases à son tour. Par contre, dans un combat, ça va être un roulement de dés. On va rouler notre dé plus la valeur de notre vaisseau et ça va être le joueur qui va rouler le plus bas qui va remporter le combat. Et à cause de cette twist là, dans les combats où on va devoir
rouler le plus bas. Ben, ton vaisseau 6, oui, il se déplace vite, mais il n'est pas le meilleur pour attaquer, alors que ton vaisseau 1, ben, c'est ton gros mothership, si on veut, déplace très lentement, mais a un gros avantage durant les combats. Quantum, peut-être pas le jeu bon, le plus stratégique avec cet aspect de dés de hasard où on va rouler de temps en temps nos vaisseaux pour les réorienter, mais reste quand même un gros jeu important dans le genre et vraiment une belle mécanique, vraiment clever. On parle d'un jeu peut-être de 1 à 2 heures maximum. Donc ça, je ne pouvais pas ne pas en parler, Quantum. Ouais, ben en fait, je dois avouer que j'ai jamais joué, mais ça a l'air vraiment cool. Là. Tu m'en as souvent parlé, j'ai souvent vu des gens jouer. C'est le genre de jeu que j'aimerais bien essayer là, prochainement. Ouais, ça vaut la peine. Euh, c'est sûr que là, la plupart des jeux dont on va parler, c'est des jeux vraiment qui se passent dans l'espace. Il y a quelques jeux quand même plus de sci-fi que je trouvais intéressant à mentionner, comme le jeu Neuroshima X. Ouais. Neuroshima X, sorti en 2006 de Mihail Horak. Horach, en fait, excusez-moi. Et c'est un jeu vraiment peu conventionnel, en fait, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu de confrontation, donc un jeu de combat qui va se jouer habituellement à deux joueurs ou à quatre, mais bon, habituellement à deux joueurs. Et c'est un jeu en fait où nos unités sont des hexagones. C'est un jeu de placement de tuiles en fait. Donc on va avoir une espèce de plateau avec des emplacements hexagonaux dessus. On a nos pièces qu'on va piger qui sont des hexagones. Et ça c'est nos unités qu'on va placer sur le plateau. Et dans le fond à la fin de chaque tour, toutes les unités qui sont sur le jeu vont tirer dans la direction qu'ils sont supposés tirer. Donc sur les hexagones, on va avoir des lieux, ça veut dire ok, ben ils tirent deux fois de ce côté-là, ils tirent une fois par là. Et à la fin de chaque tour, on va résoudre, dans le fond, l'ensemble des combats. Donc, les unités ils ont de l'initiative. Fait qu'il y en a qui vont tirer avant d'autres. C'est vraiment un jeu que j'adore. En fait, là, je sais, toi aussi, JF, que t'es quand même un fan de ce jeu-là. Ouais. Ben oui, absolument. Tu sais, c'est vraiment un jeu que souvent je vais dire qui n'est pas un jeu de stratégie, mais qui est plus un jeu de tactique, dû à sa mécanique où à chaque tour, tu vas avoir trois tuiles en main, tu vas devoir en jouer deux. Euh, Tu vas devoir t'adapter un petit peu à ce que tu as pigé. Tu peux pas bâtir une stratégie à long terme. Ça va être plus presque pas un jeu d'échecs, mais tu sais, ça a un peu ce feeling-là là, où tu vas devoir analyser chaque situation à chaque tour pour essayer de voir c'est quoi les coups optimaux que tu peux faire avec ce que tu as à ta disposition. Ouais, puis ça peut changer très vite, là. Je vois un peu la... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de tactique? C'est que justement, c'est le genre de jeu où à un certain tour, tu pourrais te faire exploser de partout, surtout si tu joues à plus que deux, là. En fait, ça peut devenir Ouais. assez dangereux, là. Mais tu sais, il y a plein de races différentes, toutes les races ont leur unité particulière, donc c'est super intéressant. Puis comme tu l'as dit, ça fait un peu aussi stratégie abstrait, Ouais. mais avec une thématique qui est vraiment forte, puis qui tu sens que c'est pas collé par-dessus le jeu. Là. Tu sais, le jeu il est inspiré de la thématique, puis ça transparaît bien. Neuroshima Ouais. X, c'est Un un jeu jeu là, très très cool. et un jeu plein de testostérone aussi, hein. Si vous voyez la Ah ouais, boîte, des là. gros gars avec des fusils. Ouais, ça c'est clair. Alright, alors, ben, écoute, moi, c'est pas des jeux nécessairement que j'ai joué beaucoup, mais tu sais, on peut pas ne pas parler des jeux de Star Wars. Il y en a une panoplie. On parle de Star Wars Queen Et... Gambit, Star Wars Armada, X-Wing Miniature et Imperial Assault. Ce Ouais, sont puis des jeux... Rebellion, en fait, là, Oh, et Rebellion. qui vient tout juste, qui est sorti l'année dernière, mais qui est tu sais, un gros jeu de Star Wars. Exact, et je pense qu'ils viennent d'annoncer Legion aussi, j'ai pas trop vu encore, mais c'est pas fini cette dynamique, là, cette dynastie de jeux. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en essayer beaucoup. J'ai pu essayer Imperial Assault, qui est un jeu de miniature dans lequel il va y avoir ben, un joueur qui va être plusieurs joueurs qui vont être les rebelles et un joueur qui va incarner Dark Vader et son côté, le Dark Side. Et on va avoir plusieurs missions. On va devoir rentrer dans des bases, récupérer des objets, tout en essayant de survivre. C'est aussi un jeu de campagne, dans le sens que tu vas pouvoir
faire une campagne et évoluer durant les différents scénarios pour arriver, pour construire une genre d'histoire liée à ça. Donc, super intéressant. Après ça, X-Wing Miniature, ben, c'est un jeu de miniature, encore une fois, mais vraiment basé sur des jeux. Ce genre de jeu-là existait beaucoup dans les années 80. Ça va être un jeu où on va avoir des vaisseaux placés sur des petits socles qui vont nous permettre de les placer et d'avoir l'impression qu'ils volent. Et on va avoir des outils, des genres de règles qui vont nous permettre de les placer devant nos vaisseaux et de voir comment ils vont se déplacer. Ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plateau. C'est un peu, tu vas jouer avec la table, tu vas déterminer les lignes, bon, mettons, les limites de l'espace, et tu vas pouvoir. Il n'y aura rien sur la table. Sur le plateau, il n'y a pas de plateau, tu vas juste te déplacer dans un espace prédéterminé. Super intéressant. Ensuite, Star Wars Rebellion, c'est sérieusement probablement le jeu numéro 1 sur la liste de je dois le jouer. Inspiré de un peu Twilight Struggle, card-driven game, dans lequel à 2 joueurs, on parle d'un jeu assez massif de 3, 4, 5 heures et plus. Et Armada, honnêtement, pas beaucoup d'informations sur Armada. Je sais pas si tu peux nous en Armada, donner si je plus. peux peut-être remplir un peu, c'est une version board game de X-Wing Miniature. OK. Donc, tu sais, c'est des vaisseaux, peut-être, si je me trompe pas, un peu plus petits. Dans le fond, c'est ça. C'est une version vraiment simplifiée du miniature. Donc, t'achètes ça. T'as pas besoin d'acheter toutes tes figurines. L'autre, t'as pas besoin d'avoir les siennes non plus. C'est donc une version un peu plus simple Est-ce qu'on parle de d'une version X-Wing. avec un plateau? C'est ça que tu me dis? Je pourrais même pas te dire, en fait. Je dois OK. t'avouer que je ne suis vraiment pas certain. Je crois que oui. Je crois que les vaisseaux sont tous beaucoup plus petits aussi que les autres. Mais c'est vraiment un jeu de combat de vaisseaux. Excellent. T'as parlé de Rebellion en fait, puis moi j'étais un peu dans la même situation que toi, donc je me sens un peu mal. Tu sais, on parle de jeux d'espace, puis de sci-fi, puis on n'a aucunement joué au jeu de Star Wars. Euh, En fait, je suis pas mal sûr que Rebellion serait dans mon top 5 si j'y avais joué. Moi aussi. Ça a l'air Absolument. vraiment bon. En fait, j'ai vu beaucoup de gens y jouer. Ça a l'air vraiment, Ouais, ouais. vraiment bon. En fait, là, je Les, comprends juste les- pas pourquoi j'y ai pas encore joué. Il y a juste tellement de jeux. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, là, je faisais le top 5, puis j'étais comme, je le mets-tu quand même? Parce que je sais qu'il va être là, de toute façon, au moment où je vais y jouer, mais bon, on va attendre un peu. Ben, juste pour compléter sur Star Wars, dans le fond, moi j'ai joué à Looping Chewie. Oh boy. Looping Chewie, dans le fond, qui est la Ouais. version 3 joueurs de Looping Louis, dans laquelle, là, au lieu de faire tomber des œufs, on va faire tomber des petits TIE Fighters, puis c'est Chewbacca dans le Faucon Millennium qui se promène autour de la table. Pour ceux qui connaissent pas le Looping Louis, ça doit vraiment ressembler à un genre de délire, qu'est-ce que je dis là, mais faites juste aller regarder ça, puis vous allez comprendre un tout petit jeu de dextérité, mais je trouve que c'est moins bon à Ouais. 3 qu'à 4, je sais pas pourquoi. Ah, Ça marche moins bien. c'est une déception de voir que la réédition de Looping Louis, un jeu très difficile à trouver et à obtenir sur le marché, il faisait avec une version à 3 joueurs. Tu sais, j'aurais pris une version à 6 joueurs plutôt que. Ouais, ben Tu oui, sais, c'est ça, qu'à exact. réduire le nombre, j'aurais augmenté le nombre pour réduire. Ça fait pas de sens. En plus, 4 joueurs, Ouais, pour un c'était. jeu de party, tu sais, pis tout. Là, 3 Exact. joueurs, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Faut Non. que tu sois motivé pour jouer à Looping Lou à 3. Là. Ouais, exact. Désespéré de pas avoir de Looping Louis sous la main. Ben, de mon côté, j'irais peut-être avec un Cyberpunk. Il y en a pas beaucoup de jeux Cyberpunk. Et bon, c'est très sci-fi. C'est le jeu Android Netrunner. Ouais. Dans le fond, Android Netrunner, c'est probablement un jeu qui est une réimplémentation du jeu Netrunner sorti en 1995, designé par Richard Garfield, donc le même gars qui a designé Magic et King of Tokyo et Robo Rally, donc quand même quelqu'un avec beaucoup de talent. Euh, Netrunner, ça a été repris par Fantasy Flight et c'est devenu pendant plusieurs années le plus gros living card game de Fantasy Flight. Même quand ils essayent de plus s'occuper de la communauté, il y a encore des gens qui vont dans les tournois, il y a encore des joueurs qui sont compétitifs parce que c'est réellement un des meilleurs jeux de cartes. Il y en a plein qui sortent chaque année. Fantasy Flight est très fort, ils en font beaucoup. Mais Netrunner, selon moi, est largement au-dessus de tous ces jeux-là.
C'est un jeu de cartes très intelligent, mais en plus, il y a la particularité que les deux joueurs, dans le fond, vont jouer des rôles complètement différents, vont jouer des decks qui sont même pas la même. Ils ont même pas les mêmes objectifs. Donc, quand tu te pointes dans un tournoi de Netrunner, ben, tu arrives avec deux decks. Ton deck de corporation et ton deck de runner. Dans l'univers, justement, c'est des hackers qui se battent contre des corporations. Les cartes sont magnifiques, le design est beau, les mécaniques sont intelligentes. Il y a vraiment plusieurs façons de jouer à ce jeu-là, plusieurs méthodes différentes. Vraiment des très très bons jeux de cartes et c'est un jeu cyberpunk. Donc le cyberpunk, c'est le summum sci-fi fantastique. Ouais, exact. C'est un jeu quand même assez marquant qui continue à bien rouler. D'ailleurs, quand t'en parlais, j'étais comme, ben, on a complètement oublié de parler d'un autre jeu de Star Wars, qui est Star Wars Destiny, qui se voulait un petit peu vouloir prendre cette position-là, jeu de cartes Living Card Game. Tout ça ne semble peut-être pas avoir pris la place qu'on lui espérait, et je pense que The Turner est encore un petit peu plus populaire malgré tout. Ouais, Destiny, malheureusement, j'étais un des premiers à trasher ça parce que je trouvais ça vraiment aberrant comme idée. Euh, et en fait, ben là, le temps a juste prouvé les choses. Il y a encore des joueurs, hein, puis il y a eu des gros tournois de Destiny. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Mais on dirait le fait que les dés soient là, ça. Tu sais, déjà, piger des cartes, c'est un hasard, mais là, tu rajoutes des dés là-dedans. Je trouve que c'est beaucoup de couches de hasard pour un jeu qui se veut compétitif, dans lequel on va investir dans des decks. Ouais. Donc, ça me semble peut-être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Là. Ouais, je comprends. Alors, dans un autre ordre d'idée, j'avais parlé du jeu Battlestar Galactica, sorti en 2008, qui est un gros jeu d'ambiance, de traître dans l'espace, qui est évidemment inspiré de la série culte Battlestar Galactica et principalement de la première saison, dans laquelle il y a des Cylons parmi nous et on va essayer de découvrir qui sont les traîtres et qui essayent de nous mener à notre perte. Donc, Battlestar Galactica, en gros, c'est plusieurs vaisseaux qui se déplacent dans l'espace dans le but de trouver une nouvelle terre-mère pour les habitants. Et nous, on incarne là, les membres de l'équipage, des membres haut gradés. On va voir un personnage, un backstory un peu. Et on va recevoir une carte là, d'identité qui va nous dire si on est un Silence ou pas. Grosse twist aussi dans ce jeu-là, c'est qu'en milieu de partie, notre identité pourrait changer. On pourrait se retrouver à devenir un Silence. On ne peut pas redevenir un humain normal si on est déjà un Silence, mais en milieu de partie, ça se peut que tu as joué toute la moitié de la partie comme un humain, un bon, et tout d'un coup, tu te ramasses à être un Silence. Vraiment un jeu super intéressant. Bon, on parle d'un gros jeu thématique assez long, de longue haleine, mais qui vaut vraiment le détour. Surtout, tu sais, pas besoin d'être un fin connaisseur de la série. Je vous recommande quand même d'écouter peut-être quelques épisodes de la première saison. Ça va vraiment aider pour la thématique parce que la thématique, elle est extrêmement présente. Juste les personnages présents dans le jeu, leurs pouvoirs, ils sont totalement bien calqués de la série. Donc, c'est super, un super jeu, belle thématique. C'est un jeu que j'aimerais jouer plus souvent, mais bon, c'est ça. Hein, ça prend beaucoup d'investissement, beaucoup d'amis pour jouer à ça quand même. Mais un gros classique indémodable, Battlestar Galactica. Ben, peut-être pour ceux qui ont moins d'amis et qui ont un peu moins de temps, je peux vous recommander le jeu Dark Moon. Dark Moon, qui est notamment connu sous le nom de Battlestar Galactica Express. C'est une espèce de remake de Battlestar Galactica, mais moins long, plus accessible, un peu plus simplifié. Je pense pas que c'est nécessairement meilleur là, que Battlestar, mais c'est quand même intéressant. Là. C'est un jeu justement avec des traits, t'essaies de savoir qui est dans ton équipe, qui l'est pas. Puis ça reprend un peu les mêmes mécaniques. Ouais, exactement. Ils ont intégré dans Dark Moon une mécanique de dés. Donc, tu vas, tu sais, de dés que tu vas rouler secrètement et que tu vas pouvoir dévoiler des dés. Donc, pas nécessairement tout dévoiler ou dévoiler ce que tu voudrais, ce qui est le plus profitable à l'équipe pour pas que les gens se doutent que c'est toi le traître. On parle quand même, oui, un Battlestar Galactica Express, on parle quand même d'un jeu de 2 à 3 heures malgré tout. Une belle adaptation, c'est bien. Je pense que je préférais quand même retourner vers Battlestar. Je
pas sûr que je vais refaire une partie Dark Moon. Quoique si ça se présente, je vais probablement pas dire non, mais c'est pas un jeu que je vais pousser tant que ça. Mais quand même, tu sais, en effet, peut-être un petit peu plus accessible et quand même un très bon jeu Dark Moon. Je suis d'accord. Bon, donc le temps file. Je pense peut-être je peux juste pas terminer ça sans avoir mentionné rapidement deux jeux. Particulièrement un jeu, des jeux qu'on a déjà parlé souvent, c'est Space Cadet. Aussi avec son petit frère, Space Cadet Dice Duel, qui sont des jeux des frères, en fait, de la famille Engelstein. Des jeux qui allient souvent le côté travail collaboratif et temps réel. Des jeux dans lesquels on va incarner des équipages de vaisseaux spatials. Super intéressant, mais on en a parlé déjà tellement souvent, mais je voulais quand même au moins les mentionner, vu qu'ils ne sont malheureusement pas dans mon top 5. Pourraient l'être, mais Ouais. en fait, mettons la sixième place. Ah ouais. Je doute. Mais, Ça me surprend. Ça me surprend. J'ai hâte de voir ce qui a délogé ça pour toi. ben en tout cas, je pense qu'on y arrive Ouais. tout Hey, maintenant. Est-ce hey, que hey, 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 t'as... hey, juste un petit Oh, dernier, oh, parce que oui. si j'aimerais ça en parler parce que, ben oui, de un, c'est un jeu québécois, mais aussi c'est un jeu d'espace qui n'implique pas de la confrontation. C'est souvent hein, ce genre de thématique des jeux de confrontation, de Forex, des trucs comme ça. Alors, le jeu que je veux vous parler, c'est le jeu Planetarium, sorti en 2017 par la compagnie Game Salute et l'auteur Stéphane Vachon. C'est un jeu dans lequel on va avoir des objectifs à remplir. Les objectifs, en gros, ça va être de déplacer des planètes dans un système solaire dans le but de les faire croître. Ramasser là, les différentes ressources qui tournent en orbite, essayer d'aller les catapulter sur les planètes pour que les planètes évoluent et nous donnent, bon, évoluent soit positivement, négativement, dépendamment de nos objectifs. Donc, vraiment un beau jeu intéressant d'orbite. On voit ça, toutes les ressources tourner alentour. De plus en plus dans la partie, les ressources s'accumulent sur les planètes commencent à se créer. Donc, je vais faire une petite mention honorable pour ça. Enfin, un jeu d'espace qui n'implique pas nécessairement de la violence. Ouais, ben là, tu dis, ça implique pas vraiment de violence. Si j'ai bien compris, là, c'est comme t'envoies des météorites sur les planètes pour les terraformer ou je sais pas trop quoi. Genre, ça me semble quand même assez violent, là. Ouais, ok. Ouais, c'est violent, mais pas de la tuerie entre humains, là. C'est ça que je voulais dire. Non, non, pas d'humains qui meurent, ça c'est toujours bon. Magnifique. Euh, donc, on est rendu au top 5, mais peut-être juste avant le top 5, un tout petit segment un petit peu refait. Ah ouais. Eh, boy. Pas hâte de voir ça. Sans respect, l'amour est perdu. Sans entretien, l'amour est ennuyeux. Sans honnêteté, l'amour est triste. Et sans confiance, l'amour est instable. Ça ou ça, édition romance. Avec qui passerez-vous la prochaine soirée? On aurait peut-être un jingle, mais au moment où on le fait, on ne l'a pas encore. Donc peut-être qu'il va être là, peut-être qu'il sera pas là. Donc ça ou ça, édition romance, c'est assez simple. Je vais présenter, à chaque semaine, on va se présenter à tour de rôle deux partenaires avec son défaut et sa qualité. Et dans le fond, tu vas devoir choisir, JF, entre cette semaine, deux dates, qui tu dates, avec qui tu sors. Ok, alors tu vois, d'un côté, je vais commencer par la qualité de la personne. J'ai pas de nom pour eux, mais bon, on imagine. Il possède tous les jeux vidéo. Ou elle, en fait. Elle possède tous les jeux vidéo. Elle a toutes les consoles possibles. Elle te laisse jouer n'importe quand à n'importe quel jeu. Elle a tout le temps tous les nouveaux jeux qui sortent. Elle peut se payer ses affaires, ça ne coûte rien. Elle a tous les jeux du monde. Okay? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, pas les jeux de société. Les jeux vidéo du monde. Mais par contre, comme toute personne, elle a aussi un côté obscur. Son côté obscur, c'est qu'elle ne veut absolument pas que votre relation soit publique. Donc tu peux pas en parler, tu peux pas prendre de photos avec elle, tu peux pas la présenter à personne, tu n'as jamais le droit de parler d'elle, elle parlera jamais de toi, tu peux jamais faire d'activité à l'extérieur avec elle, donc tu dois toujours être secret avec elle. Ok. Ok? Ok.
Donc, et de l'autre côté, on a une autre candidate, la candidate numéro 2, pardon. Elle possède un animal domestique licorne qui s'appelle Monsieur Cannelle. Il peut voler, Magnifique. il fait des travaux de la maison, il pète des arcs-en-ciel, il répond au nom de Monsieur Cannelle, il exécute pas mal comme ce que tu as besoin de faire. C'est un genre de moyen de transport, mais valet en même temps, si on veut. Oh, Et tu peux wow. l'utiliser là, pas mal comme tu veux. Déjà en amour. Là. Par... par contre, attends, comme toute personne, elle vient avec un côté obscur. Cette femme, la candidate numéro 2, en fait, ne peut pas s'empêcher de voler tes larmes pendant ton sommeil. Donc, elle utilise un petit vase là, pour recueillir tes larmes. Et 8 jours après, elle les mange. Elle les boit, elle les mange. Par contre, tu te réveilles pas pendant qu'elle le fait, sauf que tu te réveilles toujours avec les yeux très très secs. Ok, ça me fait. Elle me vole pas mes rêves, là. Elle me vole juste mes larmes. Oui, juste tes larmes, rien Ok. de plus, mais elle les mange. Ok, est-ce que je vois quand elle les mange ou. Quand elle les mange, ça se peut que tu le vois, ouais, pis tu t'aimes pas ça, là, j'imagine. Ok. C'est correct si je dis que j'aime pas trop ça? Ouais, sauf qu'elle pourra jamais s'empêcher de le faire, en fait, c'est sûr qu'elle le fait chaque nuit, genre, tu te réveilles avec les yeux tout secs, genre, pis peut-être même, il faudrait que tu les humidifies un peu. Je sais que toi, t'as des choses avec les yeux, en plus, là, fait que tu sais, déjà, d'avoir les yeux tout secs comme ça. Ouais, en même temps, les jeux vidéo, c'est intéressant, mais. Monsieur Canel, là, tu sais, voyons donc, il a l'air ben trop cool, là. Je suis déjà fan. Monsieur Canel. Ouais, ouais, Et dans le là, fond, toi, les tu yeux sors secs. avec la fille pour son animal de compagnie, c'est tout à fait respectable. T'es prêt à payer le droit d'utiliser une licorne en larmes. Ah, je t'ai même Je pas respecte demandé si ça. c'est cute, là. C'est pas grave. Monsieur Non, Canel. non, non, on peut pas savoir. En fait, les deux sont de beauté respectable. D'accord. J'accepte. Ben, magnifique. Donc, nouveau segment, ça ou ça, édition romance. Alors, j'ai bien hâte de continuer ça. Je pense que ça va devenir un classique. Oh my god. Ceci conclut ça ou ça, l'édition romance. J'espère que vous aurez su trouver la perle rare. Ok, fait que un nouveau classique est né, je crois. Oh shit. Ouais, falloir que je te rende l'appareil un jour ou l'autre avec ça, là. Ouais, ouais, quand t'es prêt, hein, mais je sais que t'es un gars occupé. Là. Donc, c'est maintenant le top 5 des jeux d'espace et tout ça. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'y aller le plus succinctement possible. Et on va commencer sans plus tarder avec le numéro 5. Ah, mon numéro 5 est un jeu d'espace assez classique et assez important, si on veut dire. C'est le jeu Space Alert, un jeu chaotique complètement de programmation de programmation et de temps réel, dans lequel nous allons incarner un équipage d'un vaisseau et c'est un jeu coopératif, donc nous allons jouer ensemble. On va avoir un certain temps pour programmer nos différentes actions, c'est-à-dire se déplacer dans des salles, activer des objets, placer des ressources. Ça va être important d'avoir une bonne communication à travers l'équipe parce que la personne qui va être en train de tirer, elle va s'assurer, avant de tirer, qu'il y ait les ressources, qu'il y ait des munitions de prêtes. Et là, un autre joueur va s'occuper d'aller charger les munitions, s'assurer qu'elles soient prêtes pour l'autre joueur. Donc, on a une phase temps réel très chaotique. On va essayer de se discuter, parler. On a en même temps une trame sonore qui nous dérange dans nos communications et à certains moments, la trame sonore va nous indiquer qu'il y a une panne de communication d'ailleurs et que nous ne pouvons plus pendant un certain temps communiquer entre nous. À la suite de ça, on va résoudre, donc il va y avoir plusieurs phases là, tour par tour où on va résoudre les actions, voir si nos programmations et notre planification a été bien faite pour voir si on va être capable de survivre aux attaques des extraterrestres, des différents vaisseaux qui viennent nous attaquer. Donc, gros jeu assez massif, pas encore un jeu d'espace très massif que j'ai pas eu l'occasion de jouer assez souvent tant qu'à moi, mais Space Alert fait partie de ma liste numéro 5. Oui, très bon jeu en fait, hein, très excitant. La vitesse, la programmation, c'est des mélanges qu'on voit pas souvent ensemble, Ouais, puis qui amènent beaucoup. Surtout maintenant, je crois que si je me trompe pas, dans le temps c'était un CD là, pour la musique, mais maintenant il y a des applications, donc c'est pas toujours les mêmes scénarios qui sont joués. Je pense que ça ajoute là, beaucoup de rejouabilité à ce genre de jeu-là. ouais, exactement.
Mon numéro 5, il s'agit du jeu High Frontier, sorti en Boy. 2010 de Phil Eklund. Juste peut-être ça vaut la peine de parler un peu de l'auteur avant. Ce gars-là, dans le fond, c'est un game designer, mais c'est aussi un ingénieur en aérospatial et c'est aussi un rocket scientist et il travaille dans un pet shop, si je me trompe pas. C'est aussi le créateur de la compagnie Sierra Madre Game qui fait bien entendu High Frontier. J'ai pas joué beaucoup à High Frontier, puis sérieusement, je sais pas vraiment s'il mérite une place dans mon top 5, mais c'est un jeu qui me fascine tellement que j'avais pas le choix de le mettre, surtout quand on parle d'un jeu d'espace. Euh, High Frontier, c'est quoi? C'est un délire. J'ai joué 2 parties. Je suis pas vraiment certain d'avoir compris à aucune des parties vraiment qu'est-ce que je faisais. Mais c'est un jeu où on va envoyer des fusées à partir de la Terre, dans le fond, pour ben, on envoie des fusées, hein. C'est un jeu d'exploration spatiale, donc le but c'est d'aller le plus loin possible, c'est d'aller sur Mars, d'aller sur Mercure, d'aller un peu partout dans le système solaire. Mais c'est un jeu qui est excessivement compliqué et difficile. Je pense que j'ai déjà passé une partie complète à aller sur la Lune. Et en fait, ma fusée n'a jamais redécollé de la Lune ou quelque chose comme ça. Jeu super compliqué, pas très beau, un plateau vraiment hypnotisant. D'ailleurs, si je me rappelle bien, les Chinois ont une espèce de capacité, parce que tu joues des pays là-dedans dans la course à l'espace, et les Chinois ont une capacité spéciale qui peuvent sacrifier leurs humains parce qu'il y en a beaucoup. Euh, donc j'avais trouvé ça assez drôle. Mais High Frontier, c'est un jeu qui, si vous l'avez jamais vu, ça vaut la peine. Si vous êtes prêt là, à vous casser un peu le cerveau et à essayer de faire des fusées qui vont loin, je pense que ça peut être assez intéressant pour vous. Hey, ça, c'est un choix bold, là, Simon. High Frontier. Le jeu où tu passes 8 heures, genre, à faire décoller des fusées, puis finalement, tu fais juste comme tourner en rond en orbite parce que t'as plus d'eau, de gaz, puis que tu peux rien faire, genre, puis tu passes tes tours à faire comme, qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu peux rien faire. Euh... Ouais, sauf que j'ai souvent entendu parler de gens qui connaissaient très bien l'astrophysique et qui arrivaient à se rendre sur Saturne, puis que c'était vraiment épique et tout ça. Peut-être qu'ils trichaient, là, ça je sais pas. Mais je Non, mais serais vraiment... ce jeu-là, si je me rappelle bien, il y a 2 joueurs qui vont pouvoir jouer parce que, genre, je pense qu'il faut que tu ailles. Il y a un joueur qu'il faut qu'il aille sur la Lune, l'autre sur Mars. Ces 2 joueurs-là qui réussissent ça vont pouvoir jouer. Tous les autres, ils pourront pas y aller et ils pourront pas jouer de la game. Ils vont rien foutre. C'est ouais, ça... un espèce de jeu fucké. C'est quand même vraiment intéressant. J'ai quand même aussi fait 2 parties. Et bon, c'est des parties. Bon, faut dire que ça fait quand même plusieurs années. Là, on parle il y a 5 6 ans que ça date. Peut-être pas, j'étais peut-être pas au même niveau de gaming que j'étais à ce moment-là, mais 2 parties absolument abominables où j'ai pratiquement rien fait. J'ai absolument rien compris non plus de comment bien réussir et bien faire les choses. Je pense que notre première partie, on a joué ensemble et après avoir reçu l'explication des règles, on a fait probablement répéter les règles à 100%, genre 4 fois à la personne durant toute la Oui, partie parce que tout le long de la tout partie. le long de la partie, on posait les mêmes questions sur toutes les règles. Je pense qu'il a expliqué le jeu 4 fois au total durant On la. comprenait pas plus après. Et c'était toujours pas vraiment si clair qu'est-ce qu'il fallait faire. Un jeu vraiment fucké. Ça me surprend que tu as mis ça à la place de Space Cadet. Je sais que tu n'as pas nécessairement joué beaucoup à Space Cadet, mais je sais que tu étais un gros fan de ça. T'as un choix bon de ça, Simon. Ouais, mais tu sais, ça mérite quand même une place spéciale, ce jeu-là, je considère. Puis il faut que j'y donne une autre chance. Là, je vais me faire une partie bientôt, là, et je vais vous revenir là-dessus. Là, c'est mon défi là, pour l'année Ouais, j'ai 2018. bien hâte de voir ça. Numéro 4. Mon numéro 4 est le jeu Mission Red Planet, un jeu donc, qui est sorti dans les années 2000, qui a été réédité assez récemment par Fantasy Flight sous une magnifique édition d'ailleurs. Un jeu de colonisation dans lequel nous allons envoyer nos astronautes coloniser et prendre possession de certains territoires sur Mars. C'est un jeu évidemment de majorité où on va 3 fois durant la partie
vérifier qui a la majorité, donc qui a le plus d'astronautes sur les différentes zones afin de remporter les ressources de cette zone-là. C'est un jeu assez simple, c'est un jeu familial qui se distingue peut-être un petit peu des autres jeux science-fiction qui sont souvent du plus gros jeu gamer intense. Mission Infinite Planet, super accessible, on parle d'une heure à une heure et demie de jeu. Aussi d'action simultanée, donc tous les joueurs, on va avoir un paquet de cartes, nous allons avoir les mêmes cartes en main, et à tous les tours, tout le monde va choisir une carte secrètement, et quand on va l'avoir choisie, on va dévoiler notre carte et faire les différentes actions correspondantes. Donc, pas énormément de choses à retenir, les règles sont assez simples, toutes nos actions sont écrites sur nos cartes. Moi, je trouve que c'est un magnifique jeu qui vaut la peine de posséder et de jouer en famille. En plus, c'est un jeu de stratégie qui se joue jusqu'à 6 joueurs, ce qui est assez rare. À ce niveau-là, et même à 6 ne va pas durer vraiment plus que comme 2 heures, là, malgré tout, vu cette simultanéité des actions qui fait en sorte que les tours, ils vont vite là, quand même. Oui, absolument. Bon jeu, j'ai juste joué une fois, puis c'était avec toi, mais j'avais bien apprécié l'expérience. Mon numéro 4, il s'agit du jeu, et on en a parlé un petit peu en introduction, Star Wars The Queen's Gambit. Oh, ouais. J'ai juste joué une partie, je l'ai joué il y a quelques jours, donc c'est peut-être pour ça que je suis aussi excité. C'est un jeu qui a été fait en 2000 par la compagnie Avalon Hill, mais surtout, on peut dire, par la compagnie Hasbro, qui possédait Avalon Hill à ce moment-là. Et étonnant, la personne qui a designé ce jeu-là en 2000, c'est Rob Daviau. Oh, oh, Pour ceux oh. qui connaissent pas Rob Daviau, en fait, c'est le gars derrière les Legacy Games. Donc Risk Legacy, Pandemic Legacy, suivi de Seafall. Et c'est aussi l'auteur de Mountain of Madness, qui n'est pas un Legacy, mais qui est un jeu assez funky aussi. En fait, je peux pas croire que le jeu Queen's Gambit existe. C'est un jeu qui est irréel. Euh, Sorti dans les années 2000, c'était un jeu qui était vendu dans les Walmart. C'est un jeu qui se passe Star Wars épisode 1. Euh, Épisode 1, moi ça a toujours été un de mes épisodes favoris, mais je pense que c'est pas tout le monde qui va partager cet avis-là. Ça se passe à la fin de l'épisode 1. À la fin de l'épisode 1, on se rappellera, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Donc, il y a l'équipe de la reine Amidala qui attaque le palais royal. Il y a le combat entre les droïdes et la crew de Jar Jar Binks. Il y a Darth Maul qui se bat contre Qui-Gon et Obi-Wan. Et il y a Anakin dans un vaisseau avec les autres vaisseaux qui essayent d'aller détruire l'espèce de station spatiale qui contrôle les droïdes. Eh bien, le jeu est exactement ça. Donc, on va jouer ces 4 choses-là en même temps. C'est un jeu principalement 2 joueurs. En fait, c'est 2 équipes. Nous, on l'a joué à 4, mais on s'entend que c'était vraiment comme si on était 2. Il y a des gens qui vont jouer donc le côté obscur de la force et il y a d'autres gens qui vont jouer les gentils. C'est un jeu qui devait se vendre, je sais pas, une cinquantaine de piastres à l'époque, puis qui a sûrement pas été si populaire à l'époque, mais maintenant, c'est rendu réellement un jeu culte. Je regardais les prix, là, à chaque année, là, j'ai une phase où je regarde les prix de ce jeu-là parce que je veux éventuellement me le procurer. En ce moment, les prix avoisinent les 400-500$ pour ce jeu-là. C'est un jeu gigantesque, ok? Il y a 4 plateaux de jeu réellement. Il y a une espèce de tour à 3 étages en carton qui va se faire. Très épique comme jeu. Beaucoup de dés, bien entendu. C'est un jeu de roulement de dés. On peut pas dire que c'est le jeu le plus stratégique, mais il y a vraiment des belles mécaniques parce que chaque tour, tu vas programmer les actions que tu vas faire. Mais en fait, tu vas choisir des cartes que tu vas programmer, mais les cartes ont toujours 2 actions dessus. Donc, il y en a une, ça va être, mettons, ok, ben, fais combattre Darth Maul ou, fais tirer des droïdes. Donc, tu as toujours 2 choix sur ta carte. Fait que quand tu piges ta carte que tu as programmée, ben là, tu décides laquelle des 2 actions que tu fais. Donc, il y a une espèce quand même de stratégie à ce niveau-là. Et sérieusement, tout le long, je jubilais, je criais. Nous, on jouait les Sith et on jouait Darth Maul. Darth Maul, c'est un de mes personnages favoris. Il était surpuissant. En fait, il a tué Qui-Gon Jinn dans les 3 premiers tours de la partie, puis il a fait qu'une bouchée de Obi-Wan. Donc, il était tout frais. Et ce qui était cool aussi, c'est que le
gagnant de ce combat-là, donc les Jedi ou Darth Maul, le gagnant, dans le fond, peut déplacer son personnage jusque dans le palais, où il y a le combat avec la princesse Amidala contre les droïdes et tout ça. Et en fait, à partir du moment où Darth Maul se pointe dans le palais, là, il coupait des têtes et tout, c'était de toute beauté. Oh, wow, ouais. Ça a l'air d'un gros chaos, ce jeu-là. C'est pas genre quatre choses en Euh, même temps, plusieurs combats simultanés, ça a l'air fucké. ouais, non, c'est vraiment spécial comme truc, vraiment unique. Puis je trouve que c'est la beauté un peu de ce jeu-là. Oui, ça reste que c'est un jeu qui va beaucoup se résoudre par les dés, mais le fait que tu joues sur plusieurs plateaux en même temps, mais ça fait que des fois tu penses que tu es en bonne position, mais ok, tu es en bonne position sur ce plateau-là, mais c'est à cause que tu utilises toutes tes cartes pour être en bonne position sur cela, mais tu te rends pas compte que de l'autre côté, ils sont en train de t'avoir parce que eux ils ont mis leurs efforts sur autre chose. Ça l'amène vraiment une belle stratégie en fait là. Là, un jeu de l'an 2000 de Rob Davio, de Hasbro, tout ça, là, ça doit être un gros Ameritrash, roulement de dés chaotique et hasardeux, non? Là? Il doit y avoir ben du hasard dans tout ça, là, non? Ben, tu sais, le hasard, hein, c'est quelque chose de vraiment spécial parce que tu sais, tu roules un dé une fois, puis le hasard est très grand. Tu roules 20 dés 200 fois, puis là, ben, ça s'équilibre pas mal de chaque Oh côté, tu boy. sais. Donc oui, il y a beaucoup de dés, je le cacherai pas, là, la plupart des actions se résoudent avec des dés. Mais au-delà de ça, la thématique est tellement bien représentée, ça rend le jeu là, excessivement excitant. Bon, ben excellent, merci. Enfin, on a une bonne description d'un jeu de Star Wars. Au moins, ça fait un... Oui, exact. On peut peut-être reparler de Looping Chewie un petit peu, Non, peut-être. non. Ok, c'est bon. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 est un autre jeu assez chaotique, mais vraiment d'un tout ordre d'idées, et c'est le jeu Galaxy Trucker. Un jeu, party game pour gamers, clairement. Un jeu dans l'espace où on va devoir à chaque ronde construire un vaisseau, essayer de choisir les bonnes pièces, de bien construire notre vaisseau pour qu'il soit le plus hermétique et le plus solide possible pour, une fois construit, l'envoyer dans l'espace et essayer d'aller remplir des missions. En gros, c'est un pick-up and delivery. Notre but, ça va être d'aller atterrir sur des planètes, récupérer des ressources et de les livrer. Gros jeu, là, comme je dis, la première phase, il y a plein de tuiles face cachée au centre de la table. Et à go, tous les joueurs, on va pouvoir aller choisir, prendre une tuile, une par une, la regarder et prendre le choix. Est-ce qu'on la met dans notre vaisseau, à quel endroit, ou si on la remet face visible dans le lot. Donc, c'est un jeu où on veut quand même être assez vite parce que tu veux aller voir chercher certaines pièces. Il y a des pièces peut-être un petit peu plus puissantes que d'autres. Tu es à la recherche de ces pièces-là. Et ça te prend énormément de choses là, pour que ton vaisseau soit en bonne forme et puisse résister là, aux épreuves de l'espace. Il te faut assez de canons, il te faut assez de puissance de moteur, il te faut assez de réserves pour entasser tes ressources, il faut assez d'astronautes, il te faut des Il boucliers. faut beaucoup de chance. Non. Un jeu de party game, hein. Comme j'ai dit, ça reste un jeu un peu chaotique. Une fois que notre vaisseau est construit, on va retourner des cartes. Ça va être les épreuves qui vont se retrouver contre nous. Tous les joueurs ont fait ça, dans le fond, et on affronte les mêmes épreuves dans le but là, de revenir avec le vaisseau le plus plein de marchandises. Il va y avoir trois phases au jeu. Première phase, petit vaisseau. Deuxième phase, moyen vaisseau. Et troisième phase, un plus gros vaisseau. Et le joueur avec le plus d'argent à la fin qui va l'emporter. Un jeu, en effet, très chaotique. Ça prend un peu de chance. Mais je pense que c'est un jeu quand même que plus tu es à l'aise avec la mécanique, plus tu comprends bien les pièces et comment les assembler. La chance est quand même diminuée, mais bon, on va pas se le cacher. Un jeu, c'est un party game, mais pour les gens qui aiment les jeux d'espace, de chaos et de gestion de ressources, c'est un incontournable pour moi, Galaxy Trucker. Juste être sûr, là, quand tu dis party game, là, on s'entend que c'est pas le genre de jeu que tu sors à Noël là, pour jouer avec tes parents. Là. Ben, pas dans ce genre-là. Là. Quand on parle d'un party game pour gamer, Ah. on sait c'est quoi, là. On en a déjà parlé, Simon, là. Non, juste être Mais... sûr, là, pas que quelqu'un là, tu sais, aille s'acheter ça, puis il amène ça à Noël pour jouer là, avec ses cousins puis ses cousines, puis finalement, ça y prend 3 heures à l'expliquer, puis personne n'a rien compris. C'est quand même un jeu qui peut être à un certain point compliqué. C'est un jeu que j'aime bien aussi. J'aime surtout l'aspect de construction de Ouais. vaisseau qui est phénoménal. On s'en rappellera d'ailleurs dans un épisode de la saison 1. Il était dans mon top des jeux en temps réel, mais
Bon, tu connais un peu mon avis là-dessus. Je considère que la deuxième phase du jeu dans laquelle ton vaisseau affronte l'espace est peut-être un peu trop hasardeuse, Mm. mais très bon choix pour un jeu de Ah, l'espace. c'est pas un jeu gentil, hein. Il peut être très punitif. Non, Comme. c'est un esti de jeu de marde. Oups. C'est un jeu qui peut être très punitif et tu en as subi les foudres et je pense, je sais que c'est pour ça que tu as une petite aversion un peu pour le jeu, mais au moins tu es capable de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose là-dedans. Là. Ben, non, c'est ça. La mécanique dans laquelle tu bâtis ton vaisseau, selon moi, elle est absolument phénoménale. En fait, ça pourrait être pratiquement ça le jeu, là, tu sais, dans le sens que tu construis un vaisseau, tu veux qu'il soit beau, puis c'est ça le jeu. Ça serait suffisant pour moi. Mais c'est ça. Après ça, tu sais, c'est sûr que quand là, tu pognes une espèce, c'est quoi qui est arrivé, une genre de bombe nucléaire sur mon vaisseau, ou je sais pas trop quoi, quelque chose que je pouvais rien faire. Mon vaisseau était parfait. Pourquoi il a été détruit? Pourquoi? Ah ouais, des plaies ouvertes hein, qui sont toujours pas refermées avec ce jeu. Ah oui, ça doit faire au moins 5 ans, hein, Ouais, quand je pense à ça. Ça doit faire à peu près exact. 5 ans que c'est arrivé cette histoire-là. C'était Bon, notre première partie, puis je pense pas que tu as rejoué depuis ce temps-là. ouais, j'ai joué une fois avec la Big Box, là, tu sais, avec toutes les OK. extensions puis toutes les pièces. Et là, on était loin d'un party game. Là. Je me sentais plus comme si je faisais un genre de casse-tête de 2000 morceaux. Là. Mais c'était quand même cool. Mon numéro 3 c'est un tout petit jeu, en fait. C'est le deck building game Star Realms. Encore une fois, un jeu dont on a parlé vraiment souvent. C'est un jeu principalement à deux joueurs dans lequel on va. C'est un deck building, hein, donc on va bâtir notre flotte de vaisseaux pour en fait attaquer l'autre joueur. Donc on a le principe que chaque joueur va avoir des points de vie et nos vaisseaux vont faire des dégâts sur l'autre joueur dans le but d'amener ces points de vie-là à zéro. Deck building à deux joueurs axé pratiquement seulement sur la confrontation. Il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça. Et Star Realms le fait très très bien. J'ai joué beaucoup, j'ai joué énormément, surtout sur mon téléphone dans le fond, parce qu'il y a aussi une application qui est bien le fun, mais super beau jeu là, de cartes très simple et très cool. Ouais, incontournable dans les deck building pour moi, le Star Realm. Très bon choix. Numéro 2. Ah, mon numéro 2 se retrouve un peu plus haut sur la liste de Simon. On se demande bien en quelle position d'ailleurs, hein, c'est un mystère, mais on va s'en reparler tantôt. Qu'est-ce que ça peut être? Ok, mon numéro 2 en fait, il s'agit du jeu ReWorld, qui était dans mes meilleurs jeux découvertes 2017. C'est un jeu de Michael Kessling et de Wolfgang Kramer, donc on s'entend que c'est pas n'importe qui a fait ce jeu-là. Deux titans du jeu qui s'allient pour faire un jeu vraiment pas conventionnel et selon moi qui ne suit pas du tout les tendances de l'époque. C'est un jeu qui est vraiment à part. Donc c'est un jeu dans lequel on va devoir aller coloniser une nouvelle planète que la Terre. Et comment ça va fonctionner, c'est qu'on va le jeu est vraiment séparé en deux phases. La première phase, on va acquérir des pièces, si on veut, ou du matériel pour ramener sur la nouvelle planète. Et dans la deuxième phase, on va prendre le matériel qu'on a acquis et le poser sur la planète. La beauté de la chose, c'est que la dernière pièce que tu prends va être la première que tu vas poser. Donc, il y a une espèce de stratégie de fil, si on veut. Donc, tu fais une file et tu essaies de bâtir ta stratégie en fonction de l'ordre dans lequel tu vas décharger tes pièces sur la nouvelle planète. Bien entendu, c'est un jeu, là, je le résume très simplement, mais mécaniquement extrêmement original. La thématique bien représenté. Donc vraiment là, un jeu qui est selon moi vraiment sous-estimé là, sur le marché en ce moment. Puis je pense malheureusement qu'il va être passé sous le tapis. Là, mais ReWorld, c'est un jeu qui vaut Mm. vraiment la peine. C'est un jeu assez récent, hein. Je pense que c'est 2016 ou 2017 peut-être. 2017 en fait, c'est Ouais. sorti l'année dernière, c'est sorti, ça vient tout juste de sortir, c'est tout frais. Je suis pas convaincu que ça va avoir un très gros succès commercial, mais pour moi ça a vraiment été un coup de cœur. Là. Ouais, c'est d'autant plus surprenant parce que ce duo d'auteurs ont fait des chefs-d'œuvre ensemble. Là. Surprenant que ça passe aussi inaperçu. En effet, j'en avais pas beaucoup entendu parler à part par toi. Ben, très intriguant, très intriguant. Toujours le fun de voir des jeux qui, comme tu dis, ne fit pas là, dans l'air du temps, si on veut. Voir à quel point, soit que c'est dépassé ou peut-être révolutionnaire. Donc, j'avais bien hâte d'essayer ça.
Ouais, ben comme tu dis, c'est étonnant qu'il ait pas réussi comme à faire une espèce de poids marketing fort sur le fait que ces deux auteurs-là font un jeu ensemble. Je trouve ça assez étrange. Ouais, des fois, hein, les jeux de l'espace, il y a aussi le problème que ils peuvent être pris dans des trous noirs. Hein. Il y en a beaucoup, comme on disait, des jeux de l'espace, puis des jeux d'espace qui se retrouvent dans les trous noirs. Ouais, c'est ça. Oui, numéro un. Alors, mon numéro un Massive Game, un jeu de quoi, 70 pages de règles, extrêmement thématique, extrêmement bien fait, car inspiré d'une série de jeux vidéo cultes, et c'est le jeu StarCraft de Board Game, un jeu exceptionnel de 2007, révolutionnaire, introduisant la mécanique de deck building, mécanique de confrontation, une espèce de belle adaptation du jeu de vidéo, principalement basé sur le premier StarCraft. On se le dit, donc il y a tout, on va pouvoir incarner une des trois factions cultes de la série StarCraft, les Zerg, les Protoss ou les Terran, et on construit à les coloniser des planètes, ça va être vraiment un jeu de colonisation de planètes où il va y avoir un plateau modulaire qui va se créer à chaque partie, et où on va devoir aller créer des colonies, récolter nos ressources de gaz et de minéraux dans le but de conquérir l'univers et la galaxie. C'est pas un petit jeu, on va se dire, c'est un jeu de 4-5 heures peut-être, dépendamment à combien de joueurs on le joue, et difficile de prendre en main, un livre de règlement assez massif, mais la diversité des mécaniques dans le jeu est assez exceptionnelle. C'est un jeu aussi, il faut se le dire, absolument magnifique au niveau des miniatures, et pour les fans invétérés du premier StarCraft qui avaient joué beaucoup dans votre jeunesse, je pense que le board game là, est un incontournable. Ça reste peut-être un jeu, là, tu vois, 2007, on est rendu peut-être ailleurs au niveau des jeux de confrontation d'espace, mais pour moi, il reste encore un excellent jeu que j'aimerais bien jouer si j'avais l'occasion. Si je connaissais des gens qui avaient le jeu, parce que c'est pas un jeu facile à trouver de nos jours et qui est plutôt dispendieux. Faut noter aussi qu'il avait sorti l'extension Brood War avec les différentes unités de plus qui se rajoutaient au jeu. C'est vraiment là, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'avais quand même fait 4-5 parties de ça. Ça fait un bout que j'ai pas joué, mais ça m'a ouvert les portes là, vers le gros heavy gaming, là, StarCraft. Qu'est-ce qui se passe, moi? C'est la misère à respirer? Numéro un. Oui, Jeff, as-tu un numéro un pour nous? Ben, je viens de le dire. Ah, je sais pas, je pense que je m'étais évanoui, j'ai raté un petit bout. Ouais, non, t'as bien compris. Inquiète-toi pas. C'est le bon choix. Ok, un gros jeu de confrontation sale, datant de 2007, hey, ça doit être chaotique, avec des Arrête, clashs, tu hein? as pas joué. Arrête, tu as pas Non, joué. non, je dois admettre, j'ai pas joué, et je sais pas si je vais y jouer. En même temps, pour de vrai, je respecte ça, hein. Ben, moi, je vois ça. Ok, c'est un choix discutable, hein, on s'entend. Top un dans les jeux de sci-fi, de toute la panoplie de jeux qu'il y avait. J'espère que Star Wars Rebellion, tu comptais le mettre à la place de celui-là. Ben, pas à la place, mais je comptais mettre Rebellion, comme j'avais dit, dans mon top 5, là, mais au moins, c'est un jeu que j'ai joué plusieurs fois, là, pas que j'ai découvert de même, puis que, hein, tu sais, après une game, là, tu fais ton top 5, voyons donc, là, après ça, High Frontier, ça aussi, c'est une aberration, là, t'as rien à dire sur ton top 5, toi. Ok, alors mon numéro un va faire plus l'unanimité, j'en suis convaincu. Sans surprise, bien entendu, il s'agit du jeu Terraforming Oh, Mars. boy. On s'en sort pas, en fait, je dois être rendu à ma 30e partie peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu aussi souvent. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un jeu que j'ai joué aussi souvent en aussi peu de temps. Ouais. Et on sait, là, avec tous les jeux qui sortent, toute l'abondance de nouveautés, en fait, ça reste difficile de rejouer au même jeu plusieurs fois. Terraforming Mars le fait pour moi. C'est ton numéro 2 d'ailleurs. Ouais. Euh, je pense qu'il y a quelques personnes, oui, qui aiment pas Terraforming Mars. Pour tous les gens qui aiment les jeux de cartes, les jeux de colonisation spatiale, les jeux de combo,
Terraforming Mars, c'est la réponse à toutes vos questions. Ça, il est en numéro 1 avec ou sans les inserts? Même sans les inserts, Ouais, il était en numéro 1 et là, il est en numéro 1 plus. Et j'ai bien hâte d'essayer les extensions, en fait. D'ailleurs, c'est une de mes prochaines petits achats, peut-être les 2 extensions. Essayer d'amener ça sur la table et de pouvoir continuer à exploiter encore plus ce jeu-là. Ben oui, écoute, t'as tout dit. Je pense qu'on va pas se répéter. Hein, numéro 1, numéro 2 pour moi. Ça reste que j'ai joué quand même beaucoup moins souvent que toi, mais un des jeux marquants là, dans les dernières années. C'est normal qu'il soit au top là, pour nous. Absolument, absolument. D'ailleurs, si vous voulez en entendre plus parler, vous avez qu'à écouter tous les épisodes précédents de Balade Musique. On en parle un petit peu à chaque fois. Ben, je pense que ça fait le tour. On est à la limite. Là. On a peut-être dépassé un tout petit peu. On s'est laissé emporter par un épisode sur une thématique. Là, sérieusement, on va devoir faire une petite consultation, quelque chose, voir qu'est-ce qui se passe avec nous. Ce n'est pas normal. Mais c'est pas mal ça. Donc, je te souhaite une très bonne semaine, JF. Hey, merci. C'est bien le fun aussi. On se reprendra ça. Là, on va en avoir d'autres épisodes thématiques. Inquiète-toi pas. Non, absolument. Puis on a même d'ailleurs, sans trop divulgacher, on a un épisode en général sur les thématiques. Ça va être très intéressant, j'ai bien hâte de voir ça. Et on a aussi plein d'épisodes dans le futur avec d'autres invités. Donc je sais que les épisodes avec les invités sont assez populaires. Bien, il y en a plusieurs autres qui vont s'en venir. Je tiens à remercier là, tout le monde qui nous écoute, si nombreux et nombreuses chaque semaine. C'est vraiment apprécié de voir ça. Continuez de nous envoyer des messages sur Facebook. On veut pas trop têter des likes, mais bon, si vous pouvez nous liker sur Facebook, c'est toujours bon pour nous aussi. Ça fait qu'on apparaît plus souvent sur Facebook et ça permet à plus de gens de nous découvrir. Donc, sur ce, JF, je te souhaite une bonne semaine. Ah, toi aussi. Merci à toi, Simon. À la prochaine. Balado Ludique remercie le diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.